Bonsoir, amis téléspectateurs de Tawhid TV. Aujourd'hui, c'est une édition spéciale de En toutes lettres avec. Comme vous pouvez le voir, nous vous accueillons à la place du souvenir africain. Et pour nous accompagner, nous avons M. Idrissa Sow, Gorko. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Je vais très bien, grâce Alors, à Dieu. dites-nous, qui êtes-vous? Présentez-vous pour nos amis téléspectateurs. Je m'appelle Idrissa Sow, mon nom de plume c'est Gorko. Je viens des terres fécondes de Vélingara. Vélingara est un département de la région de Kolda. Tout à fait. Vélingara en pulaar veut dire viens, il fait bon vivre. Donc c'est un lieu très agréable, c'est mon royaume d'enfance, véritablement qui m'a vu grandir et naître, où j'ai fait toutes mes humanités. Je suis professeur de lettres au CEM Chérif Samsidine Aïdara. Je suis écrivain, je suis également éditeur. D'accord, très bien. Mais justement, que signifie Gorko? Pourquoi l'avoir choisi comme nom de plume? Oui, parce que c'est ce nom-là qui m'a été donné quand j'étais au berceau. Je venais de naître 2 jours après ma venue au monde. En milieu pulaar, on a l'habitude d'appeler les aînés. On a appelé ma grande sœur Aminata Sow et on lui a dit viens, ar en pulaar. On lui a dit tu as un petit frère, Habi Minirao. Alors la petite fille de 2 ans, 3 ans peut-être, a soulevé le drap qui couvrait mon corps. Elle a tapé sur mon corps et elle a dit « Oh, Gorkodjo ». Celui-là, c'est Gorkodjo. Gorkodjo, étymologiquement en pulaar, veut dire Gorko. Gourgi. Nit en Wolof. Gorkodjo, c'est le battant, c'est l'homme engagé. C'est l'humaniste qui aime son semblable, qui se donne sans rien attendre de son semblable. Voilà la véritable signification de Gorkodjo. Waouh, bravo. Franchement, merci à votre sœur. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de votre livre, du roman Le Nid de la torture, édité aux éditions Aminata Sow Fall. Alors, dans ce livre, on retrouve en fait les aventures de Nayanka, une écrivaine, une romancière célèbre, mais qui quand même expose les difficultés qu'a tout auteur, je crois, à écrire un livre ou à pondre en fait ses idées. Alors, en fait, comment vous est venue cette idée, ou plutôt le privilège en fait de raconter les péripéties d'un auteur? Oui, toute œuvre littéraire a une genèse, une naissance, voyez-vous, un contexte. L'écrivain n'écrit pas quand il veut, il écrit lorsqu'il a une inspiration. Une inspiration. Et justement, nous abordons dans ce livre le thème de l'inspiration. Nayanka, dans le livre, a reçu la visite de Moussouma, en mandé qui veut dire la femme. Moussouma vient rencontrer l'écrivaine qui elle-même est en panne d'inspiration. Elle est célèbre, elle a écrit beaucoup d'ouvrages, mais voilà que subitement, dans son oreille gauche ou droite, ne souffle pas la brise de l'inspiration. Elle est bloquée. Et dans le livre, elle reçoit la visite de Moussouma qui vient lui dire de rencontrer sa fille, d'écrire une lettre à sa fille, parce que elle a été violée. Elle a été victime d'inceste, son beau-frère donc l'a violée, n'est-ce pas? Et elle a honte de rencontrer sa fille, parce que sa fille collégienne lui a demandé un jour, maman, dis-moi qui est mon vrai père. Où est-ce qu'elle a eu cette information? Mais en tout cas, elle veut découvrir la vérité. Et elle pose la question à sa maman. Sa maman est gênée, sa maman est perturbée. Elle aurait pu dénoncer son bourreau. Mais nous sommes dans une société où ce qui domine, c'est la loi du silence. Exactement. Elle a gardé ce secret pendant des années. Mais un jour, sa fille lui demande de lui dire véritablement son vrai père. Est-ce que c'est celui-là, Alphaba, qui est à l'extérieur, qui est parti très tôt, qui a quitté donc le domicile conjugal, ou bien est-ce que c'est une autre personne? Alors, elle ne peut pas affronter sa fille et elle va demander à Nayanka, l'écrivaine, de rencontrer sa fille. Exactement. Nayanka était donc bloquée. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est une histoire vraie en réalité. Parce que moi-même, Gorkodjo, la femme qui ne s'appelle pas Moussouma, en réalité, je ne dirai pas son nom, est venue me rencontrer pour me dire son problème. Parce que l'écrivain, c'est cela également, c'est un acteur de la société, c'est le confident de tout le monde. Et effectivement, elle a été victime d'inceste, elle est venue me rencontrer pour rencontrer sa fille et essayer de lui dire véritablement que c'est de là qu'est né véritablement le nid de la torture.
D'accord. Voyez-vous? Oui. Alors Nayanka, à partir de cette histoire-là, va raconter la vie d'autres femmes victimes donc de souffrance. C'est pour vous dire que c'est un jeu entre la réalité et la fiction. La fiction se fonde sur le réel, mais également c'est la fiction qui illustre donc le réel. On ne peut pas écrire si on n'a pas un matériau, si on n'a pas un réel. Mais une fois qu'on a le réel, il faut transformer ce matériau-là en fiction. Sinon, l'histoire n'intéresserait donc personne. Donc, c'est un roman dans des romans. C'est des romans dans un seul roman. Nayanka, l'écrivaine, elle-même femme, va raconter la vie d'autres femmes en souffrance. Donc, c'est la somme, justement, de toutes les souffrances d'autres femmes comme Nayanka. Exactement. Et d'ailleurs là, je vais lire un passage de Aminata Sofal qui est décrit dans le livre. L'artiste n'est pas dans une tour d'ivoire. Son rêve ne l'empêche pas de sentir le bouillonnement de la cité. Et en quelque sorte, en fait, c'est pour dire que l'auteur, en fait, il n'est pas censé se sentir en retrait par rapport aux problèmes de la société. Quand il voit quelque chose qui ne fonctionne pas, que ce soit dans tous les aspects de la société, familiaux, politiques, peu importe, quand il voit quelque chose qui ne convient pas, qui ne lui convient pas ou qui ne trouve pas normal, l'auteur a le devoir de dénoncer ça et d'en parler tout simplement. Parce qu'à travers ça, ça va permettre à d'autres personnes déjà de savoir comment réagir si ça leur arrive et tout. Et franchement, c'était très bien vu, franchement. Parce que chez nous, comme le disait merveilleusement le professeur Alim Badara Diané dans la préface de mon théâtre Nangué, l'acte de la Renaissance, l'acte d'écriture, le travail d'écriture chez nous n'est pas seulement lié à des enjeux de plaisir. On peut écrire pour plaire, mais on doit surtout écrire pour former, pour informer. C'est vous dire que l'écrivain est un homme engagé. C'est un membre à part entière de la société et non entièrement à part. Il ne doit pas seulement, comme l'a dit merveilleusement maman Ami Sofal, dormir dans sa tour d'ivoire ou bien s'isoler dans sa tour d'ivoire et voir que la société est en train de bouillir comme dans un nid de la torture. L'écrivain n'a pas le droit d'être sur le toit du monde et voir ce monde-là s'assombrir comme une tombe de Sombor. Il doit prendre sa plume vengeresse, sa plume salvatrice, dénoncer les maux de la société et contribuer à leur solution. Exactement. D'ailleurs, vous dénoncez également plusieurs autres faits, par exemple l'inceste qu'on a vu avec Moussouma. Il y a également Karker qui a été violé par son père. Il y a les femmes également qui prônaient l'arrêt de l'excision. En fait, tout ça pour dire qu'il y a certains aspects de notre tradition, de nos traditions qui doivent être arrêtés. On ne dit pas qu'on doit arrêter de voir vers le passé, prendre ce qui doit être pris, mais il y a quand même certaines choses qui doivent être arrêtées. C'est bien ça. Tout à fait. Le nid de la tortue, c'est une métaphore. C'est une métaphore filée. Si vous regardez le titre, vous avez le nid de la tortue. Au lieu de dire le nid du bonheur, on a dit le nid de la tortue. Il y a une opposition entre ces deux mots. C'est un oxymore. C'est également une métaphore filée. Pour dire que ce monde devrait être un havre de paix, un paradis terrestre. Et qui commence au niveau de la famille, parce que la famille est la première cellule de base de la société. Mais quand la famille, qui devrait être un nid de bonheur, où chantent des oisillons, se transforme en un antre de malheur, vous voyez que cela va s'étendre dans toute la société, dans toutes les sphères de la société. Donc le nid de la torture, c'est cela. Et nous pensons que le plus grand mal du monde aujourd'hui, ce sont ces exactions, ce sont ces oppressions exercée sur la femme. Parce que la femme est la mère de l'élu de Dieu. La femme est la mère du président. La femme est la compagne de l'homme, la confidente. Et nous pensons que si cette femme-là n'est pas heureuse, c'est toute la société qui croule. Parce que c'est la gardienne de nos traditions, c'est la mère de l'humanité. C'est cette femme-là, à mon avis, qui devrait être heureuse, mais malheureusement, qui est victime d'exaction. Donc, c'est cela, le nid de la torture. C'est la somme de tous les problèmes, de toutes les tortures que les femmes donc subissent. Et le porte-drapeau de ces femmes-là, c'est Nayanka l'écrivaine. Rappelez-vous, Nayanka vous rappelle Nayanka Belle, cette grande chanteuse ivoirienne qui a beaucoup souffert dans sa vie, mais qui a résisté, qui s'est battue. Et Nayanka symbolise justement cette femme-là. C'est pour dire qu'en vérité, la femme est très forte, sous ses airs de femme fragile, d'être fragile, sortie des flancs de l'homme. C'est une femme forte.
c'est une femme résistante qui se bat pour vraiment atteindre le bonheur. Et c'est l'occasion pour moi de saluer aujourd'hui, sur le plan politique, l'avènement de cette loi qu'on appelle la parité, qu'on appelle la légalité, qui fait qu'aujourd'hui, l'homme est à côté de la femme est à côté de l'homme, pour emprunter cette expression de nos parents wolof, góor baax na, jigéen baax na. Exactement. Mais à vous, messieurs, la parité ne veut pas dire que la galanterie doit cesser. Hein? C'est deux choses différentes. Mais bon. Mais pour revenir au livre, justement, vous parlez de femmes battantes. On a vu, elle a écrit en fait par rapport à Mounia, qui a été en fait chassée de chez elle, qui a été maltraitée par sa famille, en fait, la famille de son père, juste parce qu'ils n'aimaient pas leur mère. Ils ont essayé de la forcer à se marier. Et finalement, malgré tous les obstacles, elle s'en est sortie. Elle est rentrée au village natal la tête haute, fière. Et franchement, tout le monde l'a remerciée par rapport à ça. Elle a su garder sa dignité en tant que femme. Parce qu'on va voir, et vous allez pouvoir le voir dans le livre, qu'à un moment, elle va se faire persécuter par son patron, son employeur. Et elle va quand même arriver à garder en fait cette dignité qu'on demande à toutes les femmes. Tout à fait. C'est cela, Mounia. En pulaar, Mounia veut dire la femme qui tolère. Mounia, c'est la tolérance. La femme qui supporte. Et Nayanka, quand elle a eu l'inspiration, parce que c'est un roman qui se compose de 3 inspirations. La première inspiration, Nayanka est en attente de l'inspiration. Lorsqu'elle va rencontrer Mussouma, qui va lui raconter son drame, elle va se souvenir qu'elle a écrit dans d'autres ouvrages d'autres drames. Elle va se souvenir de l'histoire de Laura de la Lorraine. Elle va se souvenir de l'histoire de Natou. Voyez-vous? Et justement, c'est cela qui va susciter en elle l'inspiration. Et elle va raconter l'histoire de Mounia de Niamina. Mounia de Niamina, une brillante élève qui va être victime de mariage, donc forcé, n'est-ce pas? Qui va même être abusée par son cousin, n'est-ce pas? Et elle va quitter le village. Elle va se rendre en ville aux côtés donc, de sa sœur Dalla. Elle va reprendre ses études, elle va se former, elle va avoir un travail, elle sera assistante de direction. Et là également, la femme va être victime donc, de violence, puisque son patron va, vaille que vaille, chercher justement à lui offrir son canapé pour lui permettre justement de continuer son travail. Mounia n'est pas n'importe qui, elle va refuser cette offre-là parce qu'elle préfère garder sa dignité. Et je crois que dans le livre, la lettre sublime qu'elle va adresser à son patron témoigne justement de cet engagement, de cette volonté de toutes ces femmes-là qui ne veulent pas véritablement monnayer leur chair contre des postes. Je crois qu'il est important de lire un petit passage de cette lettre. Elle dit « Je nourrissais le rêve de retrouver en vous ce père que je chérissais, mais qui m'a abandonné sous la pression de mon oncle et de ma tante. Je me suis trompé. Derrière cet homme que j'appelais affectueusement mon papa et qui était supposé porteur de foi et d'éthique se cachait un pervers. Je sais que beaucoup de femmes frivoles vous ont déjà accordé ce que vous commandez auprès de moi comme un enfant gâté. D'autres femmes enivrées par les biens terrestres éphémères tomberont fatalement dans votre lit d'ogre insatiable. Moi, je préserverai ma foi et ma dignité. Je ne porterai pas plainte et ne demanderai pas à la presse de vous tisser une légende comme le font aujourd'hui d'autres femmes, ruinant ainsi la carrière d'hommes plus puissants que vous. Je pense à vos femmes et à vos enfants qui ne méritent pas cela. Oui, effectivement. En fait, c'est une lettre assez violente, mais tout en restant polie dans les règles de parce de l'art, je veux dire. Éduquée. Et c'est là également extrêmement important. Aujourd'hui, nous notons la violence un peu partout, à la télévision, dans les rues. Les enfants utilisent des mots grossiers. Voilà que Mounia nous montre qu'un problème peut se résoudre avec élégance, avec dignité. D'abord, elle ne dénonce pas son patron, elle garde sa dignité, mais elle le dit de manière élégante. C'est vous dire qu'il faudrait que la modernité se fonde dans la tradition. Ce que je veux dire, le pas en avant vers le progrès doit d'abord se poser sur le terreau de notre patrimoine culturel. Il est important d'aller vers le progrès, mais il est important de ne pas rejeter nos valeurs ancestrales. Tout n'est pas mauvais chez nous. Nous devons avoir recours à ces valeurs-là
les mouler, les fonder avec les valeurs universelles pour pouvoir donc mieux vivre donc, dans cette société-là. C'est ce que je demande, c'est ce que je souhaite, parce que l'écrivain est également le gardien de la tradition. Et vous avez vu, dans ce texte-là, il est parsemé par des proverbes, il est parsemé par des contes pour dire que nous ne devons pas rejeter nos valeurs ancestrales. Exactement. Et justement, pour en revenir à l'importance du livre, je vois que Nayanka, ou plutôt l'auteur, insiste beaucoup sur ça, parce qu'à un moment, même quand elle est pour rencontrer la fille de Moussima, elle est allée au lycée pour la rencontrer et elle n'arrêtait pas de féliciter les professeurs qui lisaient et qui donnaient envie aux élèves de lire. Et ça, je trouve que c'est quand même important de le souligner parce qu'actuellement, on peut dire que les enfants, ce sont les professeurs qui les éduquent. Les parents, ils n'ont pas le temps ou ils ne sont plus aussi présents dans l'éducation des enfants. Et c'est un petit peu aux professeurs maintenant de leur montrer le chemin, non pas en leur disant ce qu'ils doivent faire, mais en leur montrant, en leur donnant des livres, en leur apprenant à lire et à aimer les livres également. Mais vous posez un problème important, c'est la loi d'orientation de l'éducation nationale. Quel type d'homme devons-nous former? Un homme enraciné, un homme ouvert aux valeurs modernes, mais un homme conscient de son appartenance à un terroir, de son appartenance à un pays, de son appartenance à un continent. Tel est le sacerdoce de tout éducateur. C'est cela le rôle de l'enseignant, former ce citoyen de demain qui sera véritablement ouvert, mais également donc sera enraciné. Cela est extrêmement important. L'école devrait être un lieu où on enseigne, où on donne un savoir, où on donne des compétences, mais également un lieu où on doit inculquer des valeurs, c'est-à-dire le savoir-vivre. Cela est fondamental. Il faudrait que les éducateurs, que les enseignants soient conscients de ce rôle-là, que les familles soient conscientes de ce rôle, que l'État soit conscient de ce rôle. Et nous pensons que dans cette dimension-là, le livre peut jouer un rôle extrêmement important. Parce que la plus grande merveille du monde, c'est le livre. Parce qu'au commencement, il y avait le livre. C'est Iqra qu'on a dit au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Lis. C'est cela, lire. Le livre est important. Quand l'homme mourra demain, c'est le livre de la vie qu'on lui tendra pour qu'il puisse lire ce qu'il a eu à faire. Donc le livre, à mon avis, devrait être présent partout dans l'environnement de l'enfant. Moi, en tant que professeur, je ne partage pas l'idée selon laquelle les enfants ne lisent pas ou bien ils lisent peu. Moi, je dis que si on met le livre à la portée de l'enfant, si dans tous les quartiers, dans tous les villages, il y a des bibliothèques de quartier, il y a des bibliothèques municipales, dans les écoles, il y a des bibliothèques, si dans les classes, on fait de la lecture expliquée, on fait de la lecture méthodique, si dans les familles, il y a des bibliothèques, il y a des livres un peu partout, si à la place du portable, comme le disait si bien notre grand président Abdoulaye Wade, au lieu d'offrir des gadgets aux enfants, on leur offrait des livres, je dis que nos enfants seraient les meilleurs. Oui, c'est par les livres qu'on se forme. C'est ça, par les livres, qu'ils soient aujourd'hui en version physique ou bien en version numérique. Aujourd'hui, les enfants ont des possibilités, à mon avis, de lire. Et le salon du livre, la foire du livre, voilà des moments forts qui auraient permis à nos enfants de venir rencontrer des écrivains, de venir lire, échanger, s'enrichir. C'est vrai. Et d'ailleurs, à un moment, Mounia, elle remercie sa sœur Dala qui lui a offert un livre et elle lui dit, le livre, c'est le livre qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne sait pas. Oui. Par le livre, l'homme devient un homme, apprend son passé, prépare son avenir et son au-delà. C'est pour montrer comme à quel point en fait, elle est tellement contente du fait qu'elle ait reçu juste un simple livre, alors qu'actuellement, je pense que la nouvelle génération, quand on leur offre un livre, c'est... C'était notre manière à nous de rendre hommage au président Abdoulaye Wade, quand il a dit il faut offrir des livres à vos enfants. C'est par ce texte-là que nous avons voulu lui rendre hommage. Cet homme, ce grand visionnaire, a compris très tôt que le livre était important, que le livre était la plus merveille du monde. Et c'est l'occasion pour nous également de féliciter le président de la République aujourd'hui, qui a augmenté
véritablement le fonds d'aide à l'édition, qui permet aujourd'hui à des écrivains de tout le Sénégal. Moi, je viens de Kolda, je viens de Vélingara. Aujourd'hui, avec nos maisons d'édition, nous avons publié beaucoup d'auteurs. Et c'est grâce à ce fonds d'aide à l'éducation, à l'édition, grâce au fonds d'aide du ministère de la Culture, de la DLL, aujourd'hui piloté par notre ami et frère Ibrahim Malo, que nous avons aujourd'hui la possibilité d'éditer des auteurs et de nous éditer nous-mêmes pour que le savoir puisse se répandre. Donc, je pense que les livres devraient être à la portée de tous nos enfants. Exactement. Et d'ailleurs, Nayanka, au début, lorsqu'elle a rencontré son futur mari, Yacouba, elle lui dit que l'auteur, il est comme un architecte. Ils sont bâtisseurs d'art. Tout à fait. Même s'ils n'utilisent pas les mêmes matériaux, mais ce sont quand même des bâtisseurs. Tout à fait. Oui, l'écrivain, c'est cela. C'est comme un architecte. Vous avez vu cette rencontre entre deux bâtisseurs. Yacouba, l'architecte de la pierre, oui, et Nayanka, l'architecte de la plume, du papier, etc. Donc, nous avons créé cette osmose-là, cette rencontre-là, pour dire que nous sommes tous des bâtisseurs. L'écrivain a un rôle à jouer dans la société. Et nous pensons que ce créateur-là, cet homme de lettres-là, on gagnerait à le valoriser, à véritablement le mettre dans les conditions. Et là également, nous sommes apolitiques, nous ne faisons pas de la politique. C'est l'occasion pour nous de féliciter le président de la République pendant cette pandémie-là qui a assisté les créateurs, qui a assisté les artistes pour leur permettre véritablement de bien travailler. Et nous encourageons cette politique de l'État. Et nous demandons également aux collectivités locales, mais également aux mécènes, mais également aux entreprises de soutenir les artistes. Parce qu'un pays se mesure d'abord par la valeur de sa culture. Senghor disait, la première dimension de l'homme, c'est la culture. C'est par la culture qu'on mesure la valeur d'un pays, la dimension d'un pays. Nous venons de remporter le prix Goncourt par mon jeune frère Bougassar. C'est extrêmement important. La culture, c'est la vitrine d'un pays. Le sport, c'est la vitrine d'un pays. Et nous pensons donc qu'on gagnerait à valoriser nos créateurs. Tout à fait. Et d'ailleurs, Mounia, à un moment, lorsqu'elle a rencontré Douna, son futur mari, Douana, Douana était en train de lui présenter son manuscrit, oui, et qu'il lui a dit qu'il a dormi dans le tiroir de beaucoup d'éditeurs. Et elle s'est plaint en fait du manque de tact de certains éditeurs qui en fait oublient que même si c'est un petit manuscrit ou un grand, qu'ils n'aiment pas, quand même l'auteur a passé du temps dessus. Il a passé des secondes, des minutes, il a sué, comme elle aime le dire. Donc ça mérite quand même un minimum, je dirais, de respect ou de considération envers le travail fourni. Parce qu'écrire, ce n'est pas facile. Le nid de la torture également, c'est un hymne, c'est un plaidoyer pour la création. Parce que quand on écrit, on souffre. Et cela a contribué également dans mon inspiration dans le nid de la torture. Figurez-vous que quand j'ai écrit Nangué, l'as de la Renaissance, mon ami m'appelle et il me dit mon livre. Mon livre. Alors que je faisais mon sport, j'ai dit tiens mon ami, au lieu d'acheter mon ouvrage, soutenir ces secondes, ces minutes, ces jours, ces années. Parce que moi, tout ouvrage que j'écris, je fais 5 ans pour écrire un livre. D'accord. Pourquoi il n'achète pas mon ouvrage? Il me demande de lui envoyer mon ouvrage. Alors, en faisant mon sport, je vois un nid d'oiseaux. C'est ce nid-là qui m'a inspiré ce titre, le nid de la torture. Parce que dans ce nid-là, l'oiseau également fait combien de jours pour enfanter? Et vous voyez là, quand vous avez également, vous avez dans le nid des femmes. Exactement. Donc c'est la métaphore de l'enfantement. Oui. L'oiseau comme la femme, mais 9 mois pour la femme, 24 jours pour un pigeon pour enfanter. C'est cela la création donc littéraire. Donc nous pensons que l'artiste, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, doit être donc soutenu. Parce qu'il donne son temps, il donne sa sueur, pendant que d'autres s'occupent de choses éphémères et frivoles, lui il participe au bonheur de son peuple, au développement donc de son pays. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il mérite d'être encouragé. Exactement. D'ailleurs, l'écriture n'est facile pour personne parce qu'on a vu que Mounia, quand elle a commencé à être chanteuse, elle avait un petit peu du mal parfois à écrire ses chansons. Et on se rend compte qu'il n'est pas si aisé en fait de coucher sur le papier ce qu'on ressent, ce qu'on a envie de dire. Il n'est pas donné à tout le monde de savoir s'expliquer par des mots. L'écriture, la création, c'est d'abord un don de Dieu à nos yeux. N'est pas inspiré qui veut, n'est pas écrivain qui veut. Oui. Et c'est cela que nous débattons, que nous évoquons dans le livre. Nayanka est célèbre. Elle a écrit plusieurs ouvrages, mais à un moment, elle est bloquée.
c'est l'inspiration. Vous verrez des professeurs d'université qui ont tous les diplômes du monde, mais qui ne vous feront pas un seul paragraphe. Parce qu'ils n'ont pas ce don de Dieu. Ils ne sont pas inspirés. Cela est extrêmement important. Mais après l'inspiration, il y a le travail d'écriture. Quelqu'un le disait, le travail d'écriture, c'est 1% d'inspiration, mais c'est 99% de travail. Et cela également, on le retrouve dans justement le nid donc de la torture. Exactement. Cela est extrêmement important. Oui, quand on voit que Nayanka, elle a passé des jours toute seule dans son bureau, elle ne mangeait pas, elle ne dormait presque pas. Et quand même là, on peut saluer, si jamais ça existe, des hommes pareils et des familles pareilles, parce qu'elle est très soutenue par sa famille, par son mari et par ses 2 filles, qui l'accompagnent en fait dans sa recherche d'inspiration, on va dire. Nous avons voulu montrer les difficultés de la création en Afrique. Le professeur, je crois que c'est Ali Dien, disait que nos aînés, Senghor, Birago Diop, Cheikh Anta Diop, Abdoulaye Wade ont épousé des femmes blanches. On peut penser à une acculturation, mais ils l'ont fait, c'était tout simplement pour avoir la possibilité de créer. Parce que pour créer, il faut s'isoler. Pour créer, il faut vivre dans un environnement tranquille, mais dans un environnement aisé. Mais comment voulez-vous créer, écrire, si on vient tout le temps vous perturber, on vous dit qu'il n'y a plus de sel, il n'y a plus de charbon, comment pouvez-vous avoir une inspiration? C'est pour dire que les écrivains africains, ce sont des héros. Malgré cet environnement difficile, nous arrivons à écrire. Et là également, c'est l'occasion pour moi d'inviter nos autorités à offrir aux créateurs des résidences d'écriture. Cela nous permettrait de faire des chefs-d'œuvre. Nous écrivons des romans, des pièces de théâtre, des contes. Moi, je suis à ma 10e publication. Et Dieu sait dans quel environnement j'ai écrit ces ouvrages-là. Là-bas, dans le Fouladou, dans un environnement extrêmement difficile, nous arrivons à créer cela. Si j'étais dans un environnement beaucoup plus favorable, je crois que nous aurions remporté le Nobel. C'est cela, le travail d'écriture. Exactement. Mais justement, en parlant de l'état du salon du livre, est-ce que vous estimez quand même, enfin vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs, il y a eu des améliorations, mais qu'est-ce que, par exemple, là, si vous aviez une autorité en face de vous, qu'est-ce que vous demanderiez pour aider l'auteur à créer plus et à créer mieux? Oui, j'ai d'abord félicité les efforts de l'État dans le domaine de l'édition, avec le fonds d'aide à l'édition, qui aujourd'hui appuie les maisons d'édition. Nous avons les éditions Aminata Sow Fall, qui portent le nom de notre maman Aminata Sow Fall, mais basée à Vélingara, quartier Samba Kenza, donc dans le Kolda. Mais nous pensons que si ces maisons d'édition sont davantage soutenues, appuyées, si les collectivités locales, véritablement dans leur budget, elles vont bientôt aller en janvier dans le vote de leur budget, qu'on inscrive des lignes budgétaires pour soutenir la culture, parce que la culture est une compétence transférée. Des lignes budgétaires pour soutenir les maisons d'édition, pour soutenir les auteurs par des résidences d'écriture, par des subventions, en achetant les ouvrages, on permettrait à l'auteur de vivre de son art. C'est cela. Et vous, en tant qu'auteur, qu'est-ce que vous, en fait, quels sont vos trucs et astuces, je vais dire, pour pouvoir mieux écrire, pour pouvoir trouver l'inspiration? Oui, moi personnellement, à Vélingara, j'ai aménagé un verger dans lequel je cultive des melons, je cultive des agrumes. C'est là-bas que je m'inspire pour écrire. Si je ne m'isole pas de la famille, je ne peux pas écrire. Et si vous regardez bien, il y a Racine. Racine a été écrit dans ce verger-là. Racine pour dire qu'il faudrait que nous retournions à notre identité. Vous voyez sur l'image justement, nous magnifions la création, nous magnifions Dieu, mais nous magnifions également les autres éléments de l'écosystème pour dire que l'homme vit en harmonie avec les autres éléments. Ce sont ces astuces que nous avons trouvées. À chaque fois que nous avons un moment libre, nous nous isolons donc pour écrire, que ce soit dans la maison, que ce soit donc en brousse. Mais c'est comme ça, ce sont les petites astuces que... Mais le fort, je l'ai dit, de l'écrivain africain, c'est que malgré le bruit, malgré les problèmes de la vie quotidienne, il arrive à écrire. Parce que c'est dans la souffrance également parfois que nous écrivons. Le nid de la torture, c'est également cela. Malgré la souffrance, nous arrivons à faire des chefs-d'œuvre. Et c'est là le mérite de Nayanka. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous recommanderiez à quelqu'un qui souhaite devenir auteur? Quels sont les conseils que vous pourriez lui donner? Oui, nous sommes en train de préparer le guide du jeune écrivain.
que nous allons publier au niveau des éditions Aménage Sofal. Parce que moi, j'ai écrit, j'ai été édité à Dakar, mais avec beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Alors, quand Dieu m'a permis d'écrire tous ces ouvrages, Dieu m'a permis d'être primé sur le plan international, j'ai dit que le travail d'écrivain, c'est également la générosité. Oui. C'est pourquoi nous avons mis en place cette maison d'édition basée à l'intérieur du pays, dans le but d'aider ces jeunes écrivains-là. Alors, nous sommes en train de préparer le guide du jeune écrivain pour montrer à l'écrivain quelques recettes, comment devenir un écrivain. C'est d'abord écrire, qu'ils écrivent, aidés par leurs professeurs, aidés par leurs enseignants, par leur famille, à écrire dans les maisons, à l'école. Écrire et écrire. Se faire lire, se faire corriger. Et ensuite, maintenant, envoyer son manuscrit au niveau d'une maison d'édition. Que les maisons d'édition également aident ces jeunes auteurs-là à se parfaire, à les encourager, à les éditer, pour que véritablement ces jeunes-là puissent, à mon avis, se faire éditer. Donc ce que je demande, ce que je conseille à ces jeunes-là, c'est toujours d'écrire et encore écrire, mais également à se faire corriger par son professeur et à avoir le courage, à ne pas avoir peur, à être motivé. Moi, j'ai été un autodidacte. C'est moi-même qui me suis formé et j'ai eu le bac en qualité de candidat libre parce que je lisais beaucoup. J'ai eu le bonheur de travailler dans un centre de lecture et d'animation culturelle qu'on appelle CLAC. Et là également, c'est des structures qui sont mises en place par l'État, par le ministère de la Culture, par la DLL, qui encouragent la lecture dans les villages, dans les communes rurales. C'est là-bas, en tant qu'animateur culturel, que je me suis formé et que je suis devenu un écrivain. Donc, il faut oser. Il faut oser. Quand on ose, on atteint un objectif. Vouloir, c'est pouvoir. Mais justement, dans la sous-région, est-ce que la lecture ou les centres de lecture sont assez présents? Oui. Je dis, l'État a mis en place les centres de lecture et d'animation culturelle. Mais cela ne suffit pas. La demande est supérieure à l'offre. Il faut que les collectivités territoriales appuient l'effort de l'État. Dans chaque commune, imaginez qu'il y ait une bibliothèque municipale. Dans chaque village, qu'il y ait une bibliothèque donc, de village. Je crois que cela permettrait à nos enfants de lire. Que tout le monde s'implique, les associations sportives et culturelles, qu'elles ne fassent pas seulement du football, mais qu'elles fassent du théâtre, qu'elles fassent des adaptations, qu'elles fassent des animations donc, culturelles. Je pense qu'elles encadrent les jeunes, cela permettra à la lecture de se développer. Exactement. Et d'ailleurs, là, je vais lire des slogans en fait, qui sont affichés dans la bibliothèque, là où Nayanka avait enseigné. Tout à fait. Lire, c'est découvrir le monde. Oui. On lit pour s'informer, se former et se divertir. Tout à fait. Et quand même, ça montre à quel point la lecture est quand même importante. Parce qu'il y en a qui, en fait, lire, c'est une perte de temps. Au lieu de perdre mon temps à lire, je vais regarder un film ou une série. Parce qu'après tout, est-ce que ce n'est pas plus facile, en fait, d'accéder aux films, aux médias, plutôt que d'accéder à un livre qui pourrait nous intéresser? Oui, moi c'est là également le rôle de l'adulte. Ces slogans que vous venez de lire, si vous allez à Vélingara, dans le collège où j'enseigne, il y a une bibliothèque que j'ai fait aménager par mon principal. Et il y a ces slogans-là. Et je dis au principal, à chaque fois que les enfants ont un moment, ils ont des heures creuses, voyez-vous, ils n'ont pas cours, les mercredis soirs, ils peuvent venir apprendre au niveau donc de la bibliothèque. Nous pensons que c'est cela. Il faut permettre à ces enfants-là, aider à ces enfants-là à aller donc vers la lecture. Plutôt que seulement se focaliser sur les téléfilms, sur les feuilletons. Nos enfants aujourd'hui ont la chance d'avoir l'Internet. À l'Internet, vous cliquez les ouvrages de Gorkoyo, ils apparaissent. Vous cliquez les ouvrages au programme, ils apparaissent. Maintenant, il faut aider les enfants, il faut les orienter à en faire des chercheurs. Moi, par exemple, en tant qu'enseignant, en classe de 4e, au lieu de faire un exposé oral pour mes enfants, je donne des thèmes aux enfants et je leur dis on va faire la recherche à Google et c'est eux-mêmes les enfants qui cherchent les thèmes abordés dans Sous l'orage. C'est eux qui font la bibliographie et la biographie de Seydou Badian. C'est eux qui cherchent le style de l'auteur et ils viennent exposer devant leurs camarades. Donc je pense que c'est cela qu'il faut faire. Quand les enfants découvrent qu'à partir de l'Internet, ils peuvent apprendre sans même le soutien de leur professeur, on les poussera directement vers le savoir. Il faut être inventif, il faut être créatif quand on veut former les enfants d'aujourd'hui. D'accord. Mais est-ce que tout le monde peut être auteur?
Vous l'avez dit tout à l'heure, il faut avoir un don de Dieu. Oui. Mais si par exemple quelqu'un décide d'écrire un livre, est-ce qu'il saura où aller Oui. pour faire publier Oui, son livre? il y a ceux qui ont le don. Maintenant, il y a ceux qui, à mon avis, qui peuvent l'apprendre à travers les ateliers d'écriture. Et cela également, nous enseignons la littérature dans nos classes. Il faut, à mon avis, inviter les écrivains dans nos classes. Comme j'ai dit dans les petits contes de Maman Bobo, il faut inviter nos grands-mères dans nos classes. C'est par cela, les petits contes de Maman Bobo, que j'ai transmis, et ce sont les contes de ma maman, Aïssatou-Ba Bobo Diadia, qui disait ces contes-là à moi et à mes sœurs, mais également qui dit ces contes-là à ses petits-enfants. Donc imaginez, si on invite nos conteuses dans les classes, si on invite les écrivains dans nos classes, ils animent des ateliers d'écriture, ma foi, nous l'avons fait hier en atelier d'écriture avec les élèves de seconde du lycée Sédou Nourouta dans cette salle-là, mais c'était merveilleux. C'est pour dire que nos enfants ont soif d'apprendre. Ils veulent devenir des écrivains, ils veulent devenir des créateurs. C'est aux professeurs à jouer ce rôle-là, c'est à l'État à jouer ce rôle-là, c'est à tout le monde à jouer ce rôle-là pour permettre à nos enfants-là de créer, parce que nous avons des génies. Exactement. Donc là, on va faire une petite présentation de vos ouvrages. Donc là, c'est les petits contes de Maman Bobo. Maman Bobo. Maman Bobo. Voilà. Alors, le nid de la torture. Nous avons Racine. Alors, nous avons Nangué. L'astre de la Renaissance. Et ça parle de quoi? C'est une pièce de théâtre qui aborde la question de la bonne gouvernance, de la question de l'exercice du pouvoir en Afrique et dans le monde. D'accord. Ensuite, nous avons Le secret d'une plume. Tout à fait. C'est un recueil de poèmes. C'est un recueil de poèmes. Le secret d'une plume également, c'est une plume, c'est une métaphore, une plume. Derrière cette plume, c'est l'écrivain qui se cache pour dénoncer les maux de la société, que sont l'oppression, que sont la dictature, que sont justement ces violences exercées sur les femmes, mais également les droits et devoirs donc, de l'enfant, le panafricanisme, l'humanisme. D'accord. Est-ce que vous auriez un petit poème en tête que vous pourriez nous lire? Oui, tout à fait, tout à fait. On prendrait peut-être n'importe quel poème. Voilà, nous allons prendre peut-être, Humanitas, qui est extrait du recueil Le secret d'une plume, paru aux éditions donc L'Harmattan. Gavé par le doux sein de l'humanité, bercé par la voix paisible de l'humanité, il tourne le dos à l'humanité, n'ayant plus le sens de l'humanité, n'ayant guère d'identité, ne parlant jamais de fraternité, ne flirtant même pas avec la rose de l'unité. Il plante dans le dos de l'humanité la fine épée de l'infidélité. Il refuse de semer des graines d'humanité. Il refuse d'entonner l'hymne à l'humanité. Il refuse à l'unanimité d'humaniser l'humanité. Il préfère la mer mélopée de la méchanceté, armée d'épées, de saguets aiguisés, mais les humanisera, le semeur d'humanité, dans les cœurs fermés à toute parole d'humanité. Ils sont quoi? Waouh, franchement. Merci. Amis téléspectateurs, je vous invite à vous procurer d'ailleurs tous ces ouvrages. Moi, je sais déjà que je vais me procurer ces deux-là en premier, le recueil de poèmes et les petits contes de Maman Bobo. Alors, monsieur Gorgodjo, monsieur Sow, si vous pouviez faire un bilan de ce salon du livre qui se termine demain, ce serait lequel? Oui, un bilan positif, à tout point de vue, sur le plan de l'organisation, mais également sur le plan culturel. Vous voyez, c'est un moment d'échange entre des écrivains, des éditeurs, des élèves, des partenaires. Il y a eu des ventes, il y a eu des expositions, mais également il y a eu de très grandes conférences. Quand vous avez suivi la conférence d'hier, hein, voyez-vous, Covid-19 et industrie culturelle. Hein, donc, je pense que c'est un bilan très très positif. Nous félicitons la direction du livre qui a organisé ce salon. Et ça également, ça rentre dans le cadre d'une décentralisation au niveau du ministère de la Culture. Il y a eu le salon de Saint-Louis et il y a cette année le salon de Dakar. Peut-être que le prochain salon aura lieu chez moi, à Vélingara, à Kolda. Et c'est cela qui, à mon avis, il faut que cela bouillonne, il faut que cela bouge par la culture.
Et encore une fois, je félicite le directeur du livre, Ibrahima Lo, et toute son équipe qui aujourd'hui font du développement culturel une réalité au Sénégal. Bravo. Franchement, en tout cas, merci. Merci pour ce que vous faites. Merci de nous régaler de vos récits, de vos contes, de vos poèmes. Merci de prendre la peine d'écrire, de chercher à éduquer nos enfants, les générations futures comme présentes d'ailleurs. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à samedi prochain. Bonne soirée. Merci.